La société est très limitante, à la fois le regard de l'employeur, mais aussi les idées reçues qui existent encore plus en santé sexuelle. 20% des féminicides chez les femmes de plus de 70 ans, c'est énorme. 15% des seniors qui ont une dépression en EHPAD, ça peut monter à 45%. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grad Talks. Grad Talks, vous le savez, c'est notre podcast chez Grad Santé qui vous permet de découvrir nos formateurs et les membres de notre comité scientifique. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Céline Candilier, qui est psychiatre et qui travaille avec nous. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cet épisode de Grad Talks. Je commence toujours les podcasts de la même manière. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter ? Oui, tout à fait. Donc, de formation, moi, je suis médecin psychiatre, médecin sexologue. Pendant une douzaine d'années, en fait, j'ai exercé en milieu hospitalier où j'avais à cœur de pouvoir tester un peu les différents milieux possibles. Donc, j'ai commencé en faisant de la pédopsychiatrie, soit pour les plus jeunes, soit pour les adolescents. Et puis ensuite, je suis allée dans un secteur d'hospitalisation adulte classique. Je m'intéressais beaucoup à l'urgence, donc j'ai aidé à créer en fait un centre, ce qu'on appelle un centre d'accueil d'urgence pour les patients qui étaient suicidants. J'ai fait ça pendant quelques temps, et puis après j'ai continué aux urgences, et puis j'ai apprécié avoir d'autres formations. Du coup, je me suis formée à la psychiatrie légale et j'ai travaillé pendant quelques années aussi en maison d'arrêt à Bayonne. Petit à petit, j'ai eu l'impression, parce que moi je suis un peu aventurière, j'aime bien changer. C'est vrai qu'au bout d'un moment, lorsque j'ai en tout cas l'impression, je ne dis pas que j'ai fait complètement le tour, mais quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'envisage de faire autre chose. Donc là maintenant, je me suis installée aussi parce que mon parcours professionnel m'a amenée à Lyon, donc je me suis installée en libéral à Lyon. Tu dis que tu as monté cette cellule qui permettait en fait de recevoir des personnes qui sont... Soit qui avaient des idées suicidaires, ou en tout cas un haut passage de risque de passage à l'acte suicidaire, et donc qui nécessitaient une hospitalisation, ou les gens qui étaient passés à l'acte et qui avaient besoin d'une hospitalisation dans un premier temps de courte durée pour évaluer et voir s'il y avait besoin d'une hospitalisation plus longue ou si un retour au domicile avec un accompagnement ambulatoire suffisait ou pas. Ouais. Et ça se passait comment en fait? Les personnes arrivaient, on arrivait tout de suite à les détecter parce que... Je passe par les urgences en fait, Ouais. soit par les Parce urgences. qu'ils ont déjà fait ils ont Voilà. tenté de... Ou en tout cas, ils ont des idées, soit ils viennent d'eux-mêmes, soit aujourd'hui, il y a le 3114 quand même, qui est le numéro d'appel quand on a des idées suicidaires, ou en tout cas, il y a un risque de passage à l'acte suicidaire. Et donc, ils sont orientés, soit l'ambulance vient les chercher, soit ils viennent directement avec leur famille, soit c'est leur médecin traitant qui les adresse parce qu'ils sont allés demander de l'aide à leur médecin traitant. Et donc, ils arrivent aux urgences, et aux urgences aujourd'hui, dans toutes les urgences de France, normalement, il doit y avoir effectivement un service de psychiatrie d'urgence qui peut accueillir les patients et proposer une consultation de psychiatrie. Alors, c'est vrai que le nombre de psychiatres étant ce qu'il est, c'est pas forcément possible partout. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et tu as aussi une autre partie de ta vie, parce que tu as donc tout ce parcours médical, mais tu as aussi le parcours, je dirais, plus entrepreneurial. Oui, dans mon parcours professionnel, en fait, j'ai fait un executive MBA à OM Lyon. J'ai choisi le parcours entrepreneurial parce que c'est ça, cette fibre aventurière a fait que j'avais envie de tester ça. Et au décours de cet executive MBA, pour le valider, en fait, il y avait un mémoire à faire, et donc il y avait une idée à proposer. Et c'est mes patients, en fait, au cabinet qui m'ont amené à avoir cette idée-là. Et donc, j'ai créé Always Valentine's, qui est une plateforme d'information, d'éducation, d'accompagnement à la vie amoureuse et intime des seniors. Parce que très souvent, et ça je le dis aussi, j'aime bien poser cette question en fait aux interlocuteurs que j'ai quand je parle d'Always Valentine, c'est est-ce que votre médecin traitant vous parle de santé sexuelle? Et en fait la réponse est toujours non. Sûr. Après, moi j'ai une appétence que j'avais peut-être pas au début de mon parcours, mais plus pour les seniors aujourd'hui et les personnes âgées. C'est ce que j'allais te dire, parce que tu étais intéressée par la pédopsychiatrie au début. Oui, j'ai fait les urgences, et en fait voilà, le fait, on évolue aussi. Peut-être qu'au début effectivement c'était pas une pratique qui m'intéressait particulièrement, et petit à petit, effectivement, peut-être aussi le fait que je recevais au cabinet des seniors et des personnes âgées fait que je m'y suis de plus en plus intéressée, et c'est comme ça qu'en fait est né Always Valentine. Alors la santé sexuelle, en fait, ça aborde de l'adolescence jusqu'aux seniors, et moi, voilà, mon appétence, c'est plus pour les seniors. Ça permet aussi de comprendre que c'est pas tracé, quoi. C'est pas parce que j'ai fait des études pour tel... Oui, mais parce que ça pourrait être perçu comme ça. C'est-à-dire, j'ai voulu devenir médecin généraliste et je ne peux absolument faire rien d'autre que ça parce que ces études, elles sont là et je peux rien faire. Et c'était combien de temps ton MBA? 2 ans. 2 ans. 2 ans. 2 ans en parallèle de... Oui, en continuant, oui. Là, ça devait être une période chargée, non? Ah oui. Parce que je ne sais pas combien d'heures de cours oui, et puis il y a beaucoup de travail personnel ou de groupe, en fait. Donc, et puis,
avec des gens qui essentiellement, viennent du milieu d'entreprise, hein, et donc moi, c'est vrai que c'était plutôt pour moi une découverte en fait, hein, des finances, du marketing, des RH, enfin tout ça, moi je connaissais pas, donc effectivement c'était une découverte. Et tu peux pas décrire qu'il y a eu un moment vraiment décisif où tu t'es dit: «Bah, je vais m'occuper de la santé des seniors, en tout cas de la santé sexuelle des seniors»? C'est les patients, en fait. C'est vraiment la souffrance de patients qui étaient âgés, qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques particuliers et qui arrivaient chez moi en épisode dépressif caractérisé, voire certains même, genre je pense à une patiente avec des idées suicidaires, parce qu'ils avaient des difficultés, en fait, dans leur couple qui n'avaient pas été prises en charge et puis ça avait fait boule de neige, en fait, puisque, ben, on a une difficulté dans notre couple, soit dans la relation ou soit effectivement dans l'intimité et puis on n'en parle pas, on reste chacun campé sur ses positions et puis on va moins bien, on rumine, on se parle plus et puis petit à petit arrive en fait, l'isolement, la dépression et c'est vraiment là où je me suis dit: «Ben, c'est pas possible». Je crois beaucoup à la prévention qui est Mmh. qui est peu enseignée encore aujourd'hui, mais l'intérêt de la santé préventive et c'est vrai que plus on éduque, les patients, à leurs problématiques, aux difficultés, plus on les informe de ce qui existe et comment on doit évoluer ou ces choses-là, bah, mieux on peut faire de la prévention, donc c'est Non vraiment et puis ça. je suppose qu'avec ta spécialité en psychiatrie, on se rend bien compte que la prévention, c'est très important, Ah qu'on oui, est on est le produit de ce qui s'est passé dans notre passé. exactement et puis détabouiser les choses, c'est-à-dire aussi bien en santé mentale qu'en santé sexuelle, pouvoir en parler et banaliser en fait, le discours autour de ces sujets-là. Parce que autant la santé somatique, physique, on peut en parler, autant parler, je sais pas, hein, dire qu'on est en arrêt de travail par exemple parce qu'on a une dépression, c'est encore très honteux ou qu'on a des troubles de l'humeur, c'est encore très honteux Mmh. pour les patients qui ont du mal à en parler. Autant je peux dire: «Je viens pas travailler, j'ai une jambe cassée», autant on peut Bien pas sûr. dire: «Ah bah moi j'ai un trouble bipolaire donc j'ai une phase dépressive ou une phase maniaque, donc je peux pas venir travailler». Les gens ont beaucoup de mal à le dire, hein, donc il y a vraiment, vraiment ça aussi qui est important. Même si on sent bien que petit à petit, les entreprises écoutent de plus en plus ça, Ouais. et essaient de faire attention à leurs salariés. Alors, je suis entièrement d'accord sur la RSE, sur le fait Mmh. aussi qu'effectivement les entreprises font cet Enfin, effort-là, essayent en tout cas. mais la société est Ah oui. encore très limitante et donc il y a aussi il y a à la fois le regard de l'employeur, mais aussi le regard des collègues, le regard enfin il y a ça aussi qui pèse encore très lourd et qui est pas totalement levé. Alors c'est mieux qu'avant, hein, je suis d'accord, mais c'est encore difficile et Et encore l'environnement plus familial aussi, je suppose, voilà. genre, tu pourrais te lever pour aller Oui, travailler. oui, les idées reçues, voilà, Mmh. qui existent en psychiatrie et qui existent encore plus en santé sexuelle. Oui. Alors on n'en parle encore pas du tout, encore moins, j'ai envie de dire. Tu parlais de la dépression, du sujet âgé. C'est le sujet d'une formation que Ouais. tu fais avec nous. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous présenter cette formation et essayer d'expliquer ce que tu abordes et ce que ça va apporter à nos apprenants? Oui, l'idée principale, le pourquoi effectivement ça m'a intéressé de faire, ce sujet-là, c'est parce qu'en fait aujourd'hui la dépression du sujet âgé, elle reste quand même sous-diagnostiquée, hein, du fait de plusieurs facteurs, mais notamment on parlait des idées, de la société où, ben, les aidants notamment quand on dit: «Ah bah, il est vieux, il a plus envie de faire ceci ou il a moins envie de faire cela», c'est quelque chose de normal et non en fait, c'est pas quelque chose de normal. Heu, Quel que soit notre âge, on continue à avoir du désir, à avoir envie de faire des choses. Alors effectivement, on s'adapte, hein, c'est peut-être plus les mêmes choses, mais on doit continuer à avoir envie. Si on n'a plus envie, en fait, ça commence à être un signe d'alerte de Mmh. peut-être il se passe quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est pas vraiment transmis. Du coup, ben, les personnes âgées restent comme ça et restent souvent déprimées, alors qu'on sait aujourd'hui qu'une prise en charge précoce et si on l'a fait précocement, ce sera plus en plus avec des traitements non médicamenteux, Mmh. donc en diminuant effectivement l'impact et les comorbidités parce qu'on sait que, ben, les seniors ont en moyenne un nombre de médicaments plus important en avançant en âge. Si on peut éviter d'en plus rajouter des Risque de antidépresseurs et polymédication, des choses comme ça qui ont quand même ben, des effets secondaires comme tous les traitements, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis c'est pas un sujet anodin en fait, il y a entre 12 et 15% des seniors qui vivent à leur domicile, qui ont une dépression. Alors les chiffres, ils sont 12 à 15 tu dis? ouais, ils sont pas totalement fiables parce qu'il y a tous ceux qui sont pas diagnostiqués, dont on parle pas. Et alors quand on est en institution, c'est-à-dire que quand on est en résidence autonomie ou alors encore en EHPAD, ça peut monter à 45%, donc c'est Et énorme. l je me rends pas compte, la population, globale, on sait quel est le pourcentage de gens qui Alors sont ce en qu'on peut dire, dépression? c'est qu'il y a 15% des Français qui un jour auront un épisode dépressif, dans leur vie. C'est D'accord. quelque chose qui est pas négligeable tout de même. Et donc tu disais en EHPAD, on est presque Ah, parfois à 40. un 45%, oui. Mmh.
On aborde, on va dire, comment ça la symptomatologie qui est caractéristique, en fait, des seniors, qui est un peu différente de l'épisode dépressif caractérisé. Ce que je disais dans la formation, effectivement, j'ai à mes confrères, le DSM-5, la CIM-10, ils la connaissent, donc les caractéristiques, effectivement, d'un épisode dépressif. Mais il y a des choses qui diffèrent un peu quand on avance en âge, et c'est vraiment de pouvoir mettre en avant, en fait, à la fois ces caractéristiques-là, et puis la deuxième chose qui est importante, je pense, pour mes confrères, c'est aussi, les caractéristiques du traitement thérapeutique. Parce que les médicaments, en fait, ça fonctionne pas de la même façon chez les seniors. Il y a vraiment une règle qui est importante, c'est de commencer à très petite dose et d'augmenter très lentement et d'être patient parce que ça prend plus de temps. Donc tout ça, c'est quand même une prise en charge qui est différente, avec aussi une poursuite du traitement qui est plus longue. C'est-à-dire qu'il faut au moins 1 an après la rémission de poursuite de traitement. Enfin, il y a des choses qui sont bien D'accord. spécifiques. Là où sur un patient plus jeune, on aura plutôt tendance à vouloir activer rapidement. C'est que le traitement est efficace plus rapidement, Ouais. normalement. Les premiers effets sont efficaces plus rapidement. Tu insistes sur l'importance du diagnostic différentiel, notamment pour distinguer la dépression des maladies neurodégénératives Ouais, comme Alzheimer. Est-ce que tu ouais. peux nous en parler un petit peu? En fait, il y a surtout un message à passer, c'est que la dépression tardive, c'est-à-dire que quand vous avez jamais eu de dépression et que, ben, à 60 ou 65 ans arrive un épisode dépressif, il va faire très attention à l'évolution parce que ça peut être un facteur prédictif d'une entrée dans une maladie d'Alzheimer ou dans un trouble neurodégénératif à distance, en fait. Il y a vraiment ça et c'est pour ça qu'il est important quand on reçoit un patient âgé de faire toujours un MMS, donc un test cognitif, de base qui est assez simple à réaliser pour avoir, un premier niveau et voir l'évolution et pouvoir avoir comme ça une première base et s'en référer et pouvoir refaire des tests régulièrement. Oui, les tests neuropsychologiques sont hyper importants Oui, pour pouvoir catégoriser en fait. c'est ça et puis concernant la dépression, c'est vrai que la GDS, donc l'échelle gériatrique pour la dépression est très sensible et très spécifique, donc ça c'est un bon outil qu'on peut utiliser et elle existe même juste en 4 questions, hein, donc on peut même la faire en 4 questions ou demander à un aidant. Je ne sais pas si quelqu'un de sa famille vient vous dire: «Bah oui, mais moi, mon grand-père ou ma grand-mère ne va pas très bien». On peut même proposer à l'aidant de faire cette, échelle-là. On pose 4 questions et c'est quand même assez rapide et Ouais. s'il y a une des réponses, voilà, qui correspond, on dit: «Bah, il faut aller voir consulter», donc ça peut quand même aider et ça aide, enfin voilà. Et donc en parallèle de toutes ces rencontres que tu as pu faire dans ton cabinet, en tout cas avec les patients, t'es venue cette idée de Always Valentine. Ouais, comme je le disais, hein, donc Always Valentine est une start-up, Ouais. puisqu'aujourd'hui c'est une start-up, hein, qui s'intéresse à la vie amoureuse et intime des seniors, à la fois donc qui, accompagne les seniors sur différentes problématiques qu'ils peuvent avoir autour de la vie amoureuse, la vie intime, notamment parce que au moment du vieillissement, il y a des modifications physiologiques du corps et ben, aussi de l'esprit qui entraînent une modification de sa vie intime et sur lequel il faut connaître les choses pour se rassurer et pouvoir s'y adapter, ça c'est une première chose. Et puis il y a quand même des événements de vie qui sont quand même caractéristiques de l'avancée en âge et qui ne sont pas forcément faciles à gérer, hein. Le passage à la retraite est quand même un moment compliqué, Mmh. hein. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de divorces et de séparations, en tout cas quand on est en couple à ce moment-là, parce que, ben, on avait chacun sa vie sociale aussi, ses activités, son monde propre en fait, et puis là on se retrouve ensemble avec peut-être aussi, bah, des envies différentes. C'est-à-dire qu'on peut être, retraité, avoir envie de voyager, faire plein de choses et puis il y en a d'autres, ils ont envie de s'occuper des petits-enfants et de rester à la maison ou et puis, bah, comment on accorde tout ça? C'est Mmh. pas évident et si en plus, ben, notre corps vieillit et dans notre intimité, c'est plus Ça marche compliqué plus. parce qu'on sait pas, on n'en a pas parlé et on a des difficultés à communiquer, ben, ça explose et derrière, il y a un retentissement puisque ça entraîne de l'isolement puisqu'on se sépare. On sait qu'en plus chez la femme, bah, c'est plus difficile effectivement, alors pour des questions démographiques et aussi des questions sociétales de tabou, de retrouver un autre compagnon ou une autre compagne et de ce fait-là, derrière, quand arrive la dépendance, on sait que le premier aidant, c'est toujours le compagnon ou la compagne et quand on se retrouve tout seul, ben, c'est plus difficile. Donc il y Mmh. a ça, il y a ce qu'on disait par rapport aux modifications du corps, il y a aussi, bah, le veuvage. Le veuvage, c'est quand même quelque chose aussi qui interpelle. Il y a aussi le fait de devenir grand-parent qui questionne aussi sur sa place, en fait, dans la famille et qui fait vraiment acte du vieillissement, même si c'est Mmh. voilà, il y a ça et puis il y a les maladies chroniques et la dépendance qui apparaissent aussi. C'est-à-dire que quand votre compagnon, votre compagne a une maladie, par exemple, neurodégénérative Il et faut et l'accompagner. que vous devez l'accompagner, donc vous êtes l'objet maternant, vous Oui. devenez, voilà, l'objet maternant de votre compagnon, c'est une première chose et la seconde chose, c'est que ce qui est le plus fréquent dans la santé sexuelle par rapport au vieillissement, quand on a une maladie neurodégénérative, pardon,
c'est d'avoir en fait une diminution du désir. C'est ce qui est le plus fréquent. Donc vous devenez l'objet maternant et votre compagnon ou votre compagne a plus trop envie d'avoir des rapports intimes avec vous. Donc ça fait beaucoup de choses dans le couple en fait à Ouais. gérer et ça peut malheureusement parfois, et c'est pas la seule chose, mais être le lit en fait de violences conjugales OK. qui sont pas du tout aujourd'hui prises en compte chez les couples seniors, puisque ce que je disais, c'est que il y a 2 chiffres qui sont importants. En 2019, il y avait 20% des féminicides qui étaient chez les femmes de plus de 70 ans, alors qu'elles étaient que 16% de la population générale. Mmh. Donc c'est quand C'est même, énorme. c'est énorme. Mmh. Et le second chiffre, c'est que les statistiques, en fait, les données de santé publique sur les violences conjugales s'arrêtent à 74 ans. C'est-à-dire qu'après 74 ans, ben, c'est comme si on pouvait plus se disputer, on pouvait plus être violent dans le couple, alors qu'il y a plein de facteurs en fait environnementaux qui peuvent fragiliser le couple et entraîner ces violences. Et qu'est-ce qui explique qu'on s'arrête à 74 ans de prendre des datas? Euh, Non, mais c'est étonnant C'est parce que voilà. pour le coup, ça n'a enfin, c'est juste une Bah oui. histoire. Et donc, Always Valentine, l'idée, c'est d'accompagner Les seniors. les seniors. Mm, De quelle manière? Alors, de quelle manière sur la plateforme? Ils ont effectivement un blog, ils ont des conférences d'experts qui sont en accès libre, il y a la possibilité d'avoir aussi un chat, de poser des questions. Via une autre plateforme, on fait régulièrement ce qu'on appelle des applis sexo qui permettent en fait d'avoir des interventions sur des sujets divers et variés autour de cette vie intime. Donc ça, c'est la partie qui est en libre accès. Et Tout ça en après, ligne? ouais, tout ça OK. en ligne. Alors, il y a aussi un podcast qui va arriver sur la vie amoureuse et intime des seniors en vrai. Mmh. Et ensuite, il y a toute une partie qui est cette fois-ci payante, qui sont par exemple des programmes d'accompagnement à la vie amoureuse et intime des seniors, des parcours pour se préparer à la rencontre, parce que parfois on a des seniors qui souhaitent rencontrer de nouveau quelqu'un, et puis ben, se mettre dans Mmh. une dynamique amoureuse quand ça fait 5 ans ou 10 ans ou 15 ans qu'on n'a pas vraiment été, on s'est remis dans cette dynamique-là, c'est pas forcément évident, parce que moi j'ai par exemple des seniors qui me disent, bah, moi je veux rencontrer quelqu'un, mais rien ne doit changer dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. Donc Mmh. voilà, c'est aussi l'idée de pouvoir réfléchir à ce que je suis prêt à faire ou pas. euh, Est-ce que je veux vivre avec avec une personne, ou est-ce que je veux rester chacun chez soi? Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de choses autour de ça. Et puis il y a des thématiques comme ça qui apparaissent sur le plaisir solitaire de la femme âgée, par exemple. On va les accompagner aussi. Donc tout ça, c'est en ligne. Après, on fait aussi du travail. On a des ambassadeurs, en fait, Always Valentine, qui sont en train d'être formés, c'est-à-dire que ce sont des seniors qui pourront, via un maillage territorial, alors on est récent, donc c'est pas toute la France pour l'instant, mais qui pourront comme ça Faire des réunions peut-être? Ouais. informer d'autres seniors sur ces sujets-là et essayer de banaliser la parole, en fait, et de libérer la parole dans le but de la prévention. Et après, on a quand même une partie, j'en ai pas parlé, qui est la partie de formation pour les professionnels, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'en résidence autonomie, en EHPAD, c'est des sujets qui sont présents Ouais. et qui Qui posent remontent, mais qui ouais, et ouais. qui posent des difficultés en fait, sur la posture à avoir, sur aussi, le côté légal, on va Mmh. dire, Bien hein, sûr. bah, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, où est le respect de la vie privée ou pas, enfin voilà, il y a tous ces questionnements-là qui apparaissent. Je voulais aussi qu'on parle de ton expérience en prison, enfin en maison d'arrêt. Je ne sais Ouais, pas si c'était en maison d'arrêt ou en prison? c'était en maison d'arrêt. Maison d'arrêt, qui est donc la phase avant d'aller en Oui. prison. C'est-à-dire, c'est les peines plutôt courtes, normalement, qui sont Voilà, plutôt courtes. voilà, c'est avant d'être jugé, donc c'est quand on a un mandat de dépôt et on a un attente de jugement, ou c'est quand effectivement la peine est courte. Après, on sait la surpopulation carcérale et le fait que parfois ça dure plus longtemps que ce qui est prévu. On a peu entendu la parole de gens qui peuvent rentrer comme ça dans les prisons, rencontrer des gens qui sont en prison. Est-ce que tu as une expérience dont tu te souviens, un exemple, quelque chose d'assez étonnant, ou on est sur quelque chose de plutôt sur des rencontres classiques de personnes qui sont privées de liberté et donc c'est difficile pour Ah. eux? Dans un premier temps, toutes les personnes incarcérées ont le droit à avoir une consultation psychiatrique à l'entrée. Après, ils peuvent accepter ou refuser. Il y a un nombre non négligeable de ce qu'on appelle de troubles de l'adaptation, parce qu'être privé de liberté du jour au lendemain, ben, c'est quelque chose qui est compliqué. Après, on s'aperçoit aujourd'hui aussi qu'il y a beaucoup, en fait, je veux pas être caricatural, mais c'est un peu ça quand même, la maison d'arrêt, voire effectivement les choses où on passe des peines plus longues. On a beaucoup, en fait, de gens qui ont des pathologies psychiatriques lourdes et qui se retrouvent incarcérés parce qu'aujourd'hui, ben, on sait la difficulté des politiques publiques de prise en charge en psychiatrie publique, hein, avec le manque de moyens, avec les difficultés de chacun, et donc c'est vrai qu'ils arrivent là. Alors aujourd'hui, il y a des unités, les UHSA, qui permettent, quand c'est possible, mais il y a un délai d'attente important, de pouvoir transférer
les patients qui sont vus en maison d'arrêt, qui sont incarcérés dans des centres qui sont alors c'est des centres hospitaliers, mais Heu, on y est comme si on était enfin, c'est pas la prison, mais c'est un mix des 2, on va dire. Fermé Voilà, quoi, voilà, c'est centre complètement hospitalier. fermé, où il y a que les détenus qui peuvent être hospitalisés parce qu'ils ont des pathologies lourdes, qui nécessitent des soins et qui peuvent pas être poursuivis, en fait, en maison d'arrêt. Ça existe, mais la liste d'attente est longue, donc on se retrouve quand même toujours avec beaucoup de patients Mmh. qui ont quand même des pathologies lourdes en maison d'arrêt. Des cas particuliers, non, en fait, il y a pas de cas comme ça très, enfin, Non, parce particuliers. que je me dis ça parce que je vois ton parcours, je me dis: «Les urgences, la prison, c'est quand même des endroits où on est confronté à, La misère humaine, c'est pas oui. commun, quoi». Je me disais juste, sur toutes ces populations-là où ça peut être un petit peu compliqué, ce qui ressort dans ce que tu dis, c'est il y a peu ou pas assez de médecins ou de psychiatres en tout cas. Est-ce que tu vois dans l'IA générative, les chatbots, tous ces éléments-là, est-ce que tu vois une possibilité de un petit peu aider justement, moi j'y pense, par exemple, si quelqu'un est en prison et qu'il ne peut pas tout de suite être reçu par un psychiatre, de pouvoir avoir un échange. Dans un premier temps, l'IA peut accompagner le praticien. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut quand même aider et permettre de peut-être, on va dire, recentrer, la pratique, des psychiatres sur des choses essentielles Mmh. et c'est un outil comme un autre. Alors, je suis d'accord, hein, la relation humaine, parce que c'est aussi ce que mes confrères peuvent dire, la relation humaine reste, importante et nécessaire et si on avait suffisamment d'infirmiers, de moyens, il y a pas de souci, je préférerais ça. Mais aujourd'hui, il faut aussi qu'on puisse être en réalité avec ce qui se passe économiquement parce que c'est une réalité et on ne peut pas la changer et si on peut avoir des outils, de bonne qualité qui peuvent nous aider, à soulager la souffrance des gens et je pense que voilà, les chatbots conversationnels pour les patients, à certains moments, c'est très utile. L'accompagnement aussi dans des thérapies, ça peut aussi aider. Alors ça nécessite effectivement un accompagnement par un professionnel de santé. Je suis toujours d'accord. Ça peut pas être juste une IA qui aide uniquement le patient, mais ça peut être quand même un moyen qui peut aider, oui. Dans ton quotidien, tu as utilisé ce genre de choses ou pas encore? Avec certains patients, Ouais. voilà, avec certains patients, je leur propose qu'ils puissent avoir comme ça une aide en fait, quand dans les moments difficiles où ils se retrouvent tout seuls, où ils ont pas forcément parce que c'est aussi compliqué pour les patients parfois de passer à l'acte en fait en appelant le 3114, en ayant quelqu'un au téléphone et parfois c'est plus facile d'avoir cet échange avec cette IA en fait. Bah, pour le coup, c'est bien qu'elle ne soit pas humaine. Voilà, On a moins l'impression d'être jugé. ouais, ouais. Parce que je trouve quand même que sur toute l'IA générative qui se développe, le plus important, c'est le conversationnel. Et je me suis tout de suite dit, le conversationnel et le monde de la psychiatrie ou de la psychologie ou de la psychothérapie va être extrêmement impacté par ce genre de... Oui et puis, par exemple, les choses qui sont en train de se développer où ils peuvent analyser effectivement sur le faciès ou sur la voix, enfin des émotions qui apparaîtraient et ça peut faciliter, faire accélérer, la consultation et permettre aux psychiatres qui sont peu nombreux peut-être de voir plus de patients aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment de l'aide. Après, j'en suis convaincue et voilà, je reste psychiatre et la décision doit revenir au psychiatre et Mhm. et il faut confirmer ou infirmer ce que propose effectivement l'IA qui peut se tromper parce que on est face à de l'humain et il y a besoin d'avoir, cet échange final humain et de cette décision humaine. Mais ça peut quand même aider. Le docteur Stéphane Mouchabak qu'on a reçu ici, qui, à mon avis, qui aime beaucoup toutes ces innovations technologiques, expliquait aussi, par exemple, le fait d'utiliser plein de données, pas uniquement la conversation, pas uniquement la Oui. vidéo et le micro, mais dans le téléphone, le déplacement dans la journée, le Ouais, fait qu'il prenne le métro ou pas, le fait qu'autour de lui, il y ait plein Et ça devient du prédictif un petit peu, exactement c'est-à-dire et ça donne des patterns. c'est ce qu'on fait avec, Gabi. Oui, ça, c'est ton autre application. Voilà, qui est sur la prévention de la perte d'autonomie et de l'accompagnement de la perte d'autonomie, où on intègre effectivement les aidants aussi sur l'application et on recueille beaucoup de data. En fait, là, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver en fait tous les signes prédictifs en fait et c'est ce qu'on dit, participer au jeu, savoir le réaliser sur l'application, ça sert, savoir s'il se bouge, savoir s'il y a des liens avec la famille ou pas, savoir en fait, on peut récolter comme ça plein de données et avec un data scientist derrière qui pourra les analyser et des neuropsychologues et on pourra en tirer effectivement des modèles prédictifs en fait sur la santé mentale pour une prise en charge la plus précoce possible. Encore une fois, pour pouvoir uniquement utiliser des thérapies non médicamenteuses Mhm. et éviter au maximum en fait, les comorbidités, notamment chez les seniors.
Faire du préventif plutôt que du curatif. Oui, c'est vraiment l'idée de ce que pourront nous apporter les nouvelles technologies comme de ce type-là. C'est vraiment renverser en fait le paradigme aujourd'hui et mettre en avant le plus possible le préventif parce que ça n'a jamais été comme ça et j'ai envie de dire que même pour les politiques de santé publique, c'est encore pas forcément ça. Et on voit que des fois c'est difficile parce qu'ils ne donnent pas beaucoup de moyens en fait. Malheureusement, c'est pour ça que il faut être un peu médecin entrepreneur parce que c'est pas les politiques de santé publique ont du mal en fait à faire ça. Il faut ça. un peu ouvrir la voie en fait, c'est ça. Comment tu vois, avec tout ce qu'on a dit là, l'avenir de ton métier? Déjà, la première chose, j'aimerais que la santé mentale soit aussi banalisée que le reste de la santé. C'est qu'on puisse parler librement en fait de cette pathologie, que les gens présentant des pathologies psychiatriques puissent être intégrés totalement dans la société. C'est-à-dire que on peut être schizophrène et travailler, on peut avoir un trouble bipolaire et travailler, avoir un travail adapté ou pas, et vraiment de pouvoir être expliquer en fait, parce qu'il y a beaucoup de représentations hein, sociales qui existent beaucoup, donc il y a vraiment ça qui est important, et plus on en parlera, plus ce sera banalisé, et mieux ce sera pour tout le monde, et notamment pour les patients. Donc ça, c'est la première chose. Après, je crois beaucoup aussi à la pérédance, au fait que des patients qui ont eu des difficultés ou des problématiques puissent partager aussi quelles solutions ils ont mis en place et comment ils ont vécu ça, parce qu'il reste le médecin et l'expert, mais on n'a pas la maladie, on ne l'a pas vécu, on ne sait pas comment ça se passe en fait. Celui qui la vit au quotidien et qui le ressent, c'est les patients en fait, hein. Et c'est eux qui peuvent apporter ça aussi, cette expérience-là qui est hyper importante. Ce que tu essaies de faire avec tes ambassadeurs pour Always Valentine. Exactement. L'humain reste très important si on a une vision, mais on peut être accompagné par des outils qui sont de plus en plus efficaces, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser, même si ça transforme notre pratique. Dans le vieillissement, je dis toujours que, puisqu'on parle beaucoup du bien vieillir, moi je dis surtout, c'est surtout l'acceptation du vieillissement et l'adaptation. Je pense qu'on peut le faire aussi pour les psychiatres et s'adapter, accepter l'évolution et les nouvelles technologies, et pouvoir justement, plus on les acceptera, plus on pourra les mettre à notre service et s'y adapter et en faire bénéficier les patients. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une espèce de vague comme ça parce que donc on vit de plus en plus longtemps, Oui. sans parler de bonne santé ou pas bonne santé, Oui. on vit de plus en plus longtemps, et en fait on ne s'est pas vraiment adapté à cette vie de plus en plus longue. Est-ce que tu ressens ça, toi? Oui. On n'en parle pas parce que c'est tabou de vieillir en fait. Il y a beaucoup l'influence sociétale normative, et on le voit bien aujourd'hui encore. Ce qui est mis en avant sont les jeunes, être vigoureux, fort, beau, en fait, et encore plus dans la santé sexuelle. Et moi je dis toujours, c'est-à-dire que tout à chacun, on ne pourrait pas avoir de vie intime et sexuelle si on respectait les standards que la société nous impose. En fait, il n'y a que les mannequins à peu près qui pourraient avoir une vie amoureuse et intime, donc c'est quand même très compliqué. Merci beaucoup. Si la formation que Céline a faite avec nous sur la dépression du sujet âgé vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grad Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.